Plateforme. Les sciences humaines. IRSEM. Projection de force et de puissance de l'Antiquité à nos jours. Gonzalve de Cordoue et la logique du corps expéditionnaire espagnol dans ses campagnes napolitaines, avec Jean-Louis Fournel. Nous revenons au début de la Renaissance, donc il y a cette période charnière entre le Moyen-Âge et la Renaissance, cette période qui s'appelle les guerres d'Italie, qu'autrefois les écoliers étudiaient longuement, qui est presque complètement oublié aujourd'hui. Et c'est bien dommage, parce que c'est vraiment une période importante pour comprendre l'émergence de la modernité militaire à l'époque moderne, donc. Et pour nous parler des guerres d'Italie et donc de Gonzalve de Cordoue, le El Gran Capitan, comme disaient les Espagnols, l'inventeur du tercio, je vous le rappelle, le célèbre tercio espagnol, j'ai pensé qu'il était bien de faire venir Jean-Louis Fournel, professeur à Paris 8. Alors Jean-Louis Fournel, je vais prendre 2-3 minutes pour le présenter quand même, parce que c'est, selon moi, une personne importante pour nous, qui en France travaillons sur l'histoire militaire. Importante à au moins 2 titres. D'une part parce que c'est l'un des rares, avec son éternel complice Jean-Claude Zancarini, d'ailleurs de l'École normale supérieure de Lyon, sont tous les deux parmi les rares personnes qui travaillent sur les guerres d'Italie. Même s'ils ne sont pas stricto sensu historiens, ils n'appartiennent pas à un département d'histoire. Mais les absurdités bureaucratiques de l'université française étant ce qu'elles sont, il est difficile aujourd'hui de faire carrière dans l'université, dans un département d'histoire, quand on travaille sur une période qui est à la fois de l'histoire médiévale et de l'histoire moderne. Donc il a fallu que les gens qui travaillent sur cette question on aille les chercher en quelque sorte, ou en tout cas ils émergent, en dehors des départements d'histoire, c'est-à-dire dans les départements de langue et civilisation italienne, ce qui est leur spécialité. Donc ça, première importance de messieurs Fournel et Zancarini, c'est de travailler sur les guerres d'Italie. Et puis deuxièmement, ce sont eux qui, entre autres, sont à l'origine d'une édition qui fait aujourd'hui autorité des œuvres de Machiavel, de Guy Chardin, pardon. Donc Histoire d'Italie, mais également de Machiavel, Le Prince au Puf. Une traduction qui fait autorité. Et à ce titre, que ce soit en travaillant sur Guy Chardin, sur Machiavel ou sur des penseurs comme ça, ce sont des gens qui font un travail absolument étonnant au bénéfice de tous ceux qui aujourd'hui travaillent sur les aspects politiques de la guerre. Et pas uniquement à la Renaissance. Pour comprendre la théorie politique de la guerre, aujourd'hui, on est obligé, je pense, de passer, même indirectement, entre les fourches codines de messieurs Fournel et Zancarini. Non, je dis ça en toute sympathie, bien sûr. La traduction du Prince de Machiavel au Puf, l'histoire d'Italie de Francesco Guicciardini, que les Français connaissent sous le nom de Guy Chardin, François Guy Chardin, en 2 volumes, donc, chez Bouquin Robert Laffont. Et puis ses ouvrages, un petit bouquin excellent, comme à peu près tout ce que fait la collection Gallimard, j'ai oublié le nom de cette collection, Découverte. Donc, un petit fascicule consacré aux guerres d'Italie. Une revue qui vient de sortir, Justice et armes au XVIe siècle. Et la grammaire de la République, langage de la politique chez Francesco Guicciardini, 1483-1540, aux éditions de Rose. Voilà, entre autres choses, parce qu'il y aurait beaucoup d'autres livres à présenter. Donc on est là, du coup, pour réfléchir à cette question de la projection de force, non seulement d'un point de vue strictement historique, avec un exemple historique d'une période historique bien précise, les guerres d'Italie, la Renaissance, mais également, au-delà, de voir que la projection de force, ce n'est pas une problématique exclusivement technico-militaire, mais une problématique éminemment politico-stratégique. Alors, s'il est une raison pour traiter des campagnes de Gonzalve de Cordoue dans le royaume de Naples au début du XVIe siècle, ce n'est pas qu'elles aient été d'emblée l'exemple même de l'opération d'un corps expéditionnaire, mais plutôt parce qu'elles devinrent peu à peu, au fil des ans, l'espace de déploiement des questions successives que peut poser cette logique de projection de force
qui est le sujet de votre séminaire cette année. Pour le comprendre, je crois qu'il faudra commencer par rappeler la situation dans laquelle se trouvait la couronne espagnole à la fin du XVe siècle. Dans un second moment de mon intervention, j'aborderai la constitution des deux armées qui furent envoyées successivement en Italie, d'abord en 1495 jusqu'en 1497, puis à partir de 1500, et le déroulement de ces deux campagnes, avant de revenir pour finir sur un point qui est toujours capital quand on essaye de réfléchir sur la question qui nous occupe, à savoir le choix du chef de guerre que les rois catholiques placèrent à la tête de leur armée. Gonzalve de Cordoue, justement, Gonzalo Fernández de Córdoba y Aguilar, 1453-1515, un hidalgo andalou, aguerri dans la conquête de Grenade, que rien ne prédisposait particulièrement à cette élection. La construction d'un nouveau type de chef de guerre pourrait ainsi bien contribuer à dévoiler progressivement les conditions de possibilité et les effets, pour certains quasiment mécaniques, d'une expédition loin des terres d'origine des soldats. Je tenterai notamment de mettre en évidence ainsi à quel point, sans surprise d'ailleurs, j'imagine que vous en avez parlé dans d'autres séances de ce séminaire, les paramètres essentiels pour toute campagne que sont le rapport au territoire, avec la question de l'éloignement bien sûr, mais aussi celle de l'ancrage nécessaire dans un nouvel espace, et de la gestion du temps, avec la question du commandement bien sûr, et de l'éloignement du centre du pouvoir d'État, joueront un rôle central et différent, en l'occurrence, avec comme déclinaison de ces deux grands blocs, entre autres, les questions du ravitaillement, de l'autonomie de direction de l'armée, de la redéfinition progressive des buts de guerre, des choix tactiques ou stratégiques, du rapport avec la population locale, etc. Donc d'abord, premier point, les Espagnes et l'Europe, les Espagnes dans l'Europe. Le pluriel est évidemment de rigueur quand on parle de l'Espagne à cette époque-là. Depuis la fin des années 1470, après le mariage de Ferdinand et Isabelle en 69, la fin des guerres civiles en 76 et la mort du père de Ferdinand d'Aragon en 79. Depuis donc la fin des années 1470, les royaumes d'Aragon et de Castille sont unis dans un système original que l'on pourrait appeler de double monarchie. Depuis janvier 1492, Grenade est tombée et la reconquista de la péninsule contre les Maures est terminée et vaut au nouveau souverain le titre de roi catholique, conféré par un pape espagnol, d'ailleurs le pape Borgia Alexandre VI. Il est d'ailleurs évident que la décision d'entreprendre cette campagne a été rendue possible par l'union des deux principaux royaumes espagnols, socle de la construction d'une armée nouvelle et surtout de l'élaboration d'une stratégie crédible et efficace. On pourrait même ajouter évidemment que depuis toujours 1492, l'arrivée de colons dans les Antilles ont permis à ces mêmes souverains d'étendre leurs possessions bien loin de la péninsule, au-delà des océans. En moins de 30 ans, la situation, est ce que l'on pourrait appeler la conscience territoriale du royaume gouverné en commun par Ferdinand et Isabelle, change donc radicalement. D'abord parce que la péninsule, qui était d'abord tournée vers le sud, vers l'Afrique du Nord et vers ces morts qui avaient longtemps menacé l'existence même de la couronne de Castille, va pouvoir regarder ailleurs. Ensuite, parce que la péninsule, qui était éclatée entre deux principaux souverains, sans même parler du roi de Navarre, l'un regardant vers la Méditerranée et l'autre vers l'Afrique, se retrouve unie. Enfin, parce que la péninsule, qui était au bout de l'Europe, séparée de celle-ci par la chaîne des Pyrénées, bien difficile à franchir, appuyée sur une alliance de longue durée entre France et Castille, cette dernière étant toujours un peu considérée comme une sorte d'avant-poste de la chrétienté au contact du monde musulman. Cette péninsule donc devient au contraire un rival potentiel de ces mêmes rois de France. Tant et si bien que le roi de France, en la personne de Charles VIII, se croit même contraint d'amadouer les souverains espagnols en leur faisant don du Roussillon et de la Cerdagne à l'occasion du traité de Barcelone signé le 19 janvier 1493. Décision lourde de conséquences et stratégiquement incompréhensible à long terme, puisqu'elle offre au roi catholique une magnifique porte d'entrée dans le royaume de France. Décision que Charles VIII pouvait expliquer seulement par la conviction que ses voisins du sud-ouest ne seraient pas susceptibles de regarder ailleurs que vers le sud et vers l'ouest. Analyse plutôt curieuse si l'on pense que le royaume de Naples était alors gouverné depuis plus de 50 ans par une branche des Trastamare, la famille de Ferdinand d'Aragon,
Et si l'on rappelle que la Sicile était redevenue possession directe de la seule couronne aragonaise en 1458 à la mort d'Alphonse le Magnanime, constituant ainsi un idéal point d'appui potentiel, aussi bien qu'une base de repli ou une porte d'entrée dans le sud de la péninsule italienne. Reste que quand le roi de France, Charles VIII, se lance dans sa grande aventure italienne, au début du mois de septembre 1494, il ne pense pas devoir affronter a priori un rival européen de poids. Ce que l'histoire appellera bientôt les guerres d'Italie ne sont pas encore des guerres européennes et ne sont conçues, du côté français, que comme la récupération de l'héritage angevin par celui qui considère qu'il en est le seul légitime héritier, selon une conception dynastique où les logiques territoriales ne sont pas vraiment dominantes. Le voyage d'Italie, cette curieuse campagne où, selon divers témoins de l'époque, l'armée française a conquis un royaume en quelques mois avec les éperons de bois, ceux que l'on réserve pour les montres et les joutes, et pour seule arme la craie des fourriers chargés de marquer les portes des demeures appelées à recevoir les troupes devant arriver le jour suivant. Ce voyage d'Italie, donc, selon le mot de l'époque, est moins pour l'armée française une expédition, une projection de force, justement, qu'une campagne de voisinage, pourrait-on dire, dans un territoire contigu. À cet égard, le rôle relativement secondaire qui joue à la marine n'est pas dénué d'intérêt. Les navires ne sont pas là essentiellement pour transporter les troupes. Ils apportent un soutien ponctuel contre les côtes ennemies. Ils apportent du ravitaillement ou des renforts, mais ne sont pas essentiels dans le transport du gros de l'armée. Pendant les premiers mois, de fait, les souverains espagnols semblent laisser faire et regarder sans bouger le royaume de leur cousin napolitain s'écrouler. Et Charles VIII s'emparer de Naples dès février 1495, en dépit des promesses de secours de ses lointains cousins aragonais. Même si on verra que ce n'était pas tout à fait le cas un peu plus loin. Mais dès le mois de mars 1495, les choses changent. Et les rois catholiques adhèrent à la Ligue anti-française, constituée le 31 mars par l'ensemble des États italiens, hormis Florence. Ils jouent, semble-t-il, sur une clause du traité de Barcelone, que j'évoquais plus haut, qui les libérait de tout engagement dès lors que les intérêts du souverain pontife étaient en jeu. Et il était juridiquement possible de défendre que les affaires de Naples, fief du Saint-Siège, relevaient de cette situation. À partir de là, les guerres d'Italie changent de nature. Et l'Italie devient pour plus de 50 ans le premier enjeu de la rivalité des principales monarchies européennes pour l'hégémonie sur le continent. La première des raisons pour lesquelles les rois catholiques font le choix de l'intervention est bien sûr la force des liens qui unissent les deux branches de la famille des Trastamare, même si la dynastie napolitaine est, on le sait, issue d'un bâtard. D'où à la fois un certain paternalisme des souverains aragonais toujours plus puissants à l'égard de leurs lointains cousins, et l'inscription, pas si lointaine que ça d'ailleurs, et l'inscription de leur politique dans une logique méditerranéenne, qui s'avérerait ainsi plus aragonaise que castillane, les Castillans étant plus enclins à un tropisme océanique et africain, et renverrait notamment à une véritable tradition impériale aragonaise spécifique, développée rapidement au XVe siècle et visant au contrôle de la Méditerranée centrale et occidentale, de la Grèce aux colonnes d'Hercule. Non sans une certaine rivalité de ce fait avec la République de Venise. On a là tout un filon historiographique qui permet à un historien comme David Aboulafia de l'Université de Cambridge d'insister sur ce point dans un long article publié récemment dans un ouvrage collectif coordonné par Christine Shaw, Italy and the European Powers, ainsi que dans son propre livre The Western Mediterranean Kingdoms, 1200-1500. Toutefois, je ne suis pas sûr que cette logique que l'on peut à bon droit retrouver dans la mise en série des événements qui concernent les Trastamare du début à la fin du XVe siècle et qui concourent sans aucun doute à expliquer un volet de la politique suivie, soit la seule à l'œuvre, voire même la plus importante, pour rendre compte de ce qui va se passer à Naples entre 95 et 1504. S'il en allait ainsi, on pourrait considérer, comme le fait d'ailleurs explicitement Aboulafia que j'évoquais tout à l'heure, que Ferdinand le catholique, à la façon de Charles VIII, aurait pour objectif clair de récupérer son bien. Or, et là on peut être d'accord avec Machiavel qui fait de Ferdinand l'exemple d'un prince nouveau à Naples, dès le premier chapitre du Prince, Ferdinand va construire peu à peu, et dans un second temps seulement, une stratégie de conquête plus que de récupération du royaume de Naples. On en a une première preuve dans le fait qu'au terme de sa première campagne, Gonzalve va retourner en Espagne à la demande de son roi en mai 1497 et ne repartira vers l'Italie que près de 3 ans plus tard, en juin 1500. Parti de Malaga le 5 juin, la flotte arrivera à Messine le 18 juillet 1500. Et qui plus est, pour ce second voyage, il partira sous prétexte de croisade contre le Turc, croisade qu'il entreprendra d'ailleurs quelque temps, se couvrant de gloire devant Céphalonie. On peut même
proposer de se demander si la stratégie, en l'occurrence, ne serait pas plus moderne que celle de son rival français, puisque les prétentions dynastiques y compteraient moins que la politique de puissance. La seule légitimation qui appartient à la tradition, la défense des intérêts de la foi catholique, sera certes une antienne de Ferdinand. Machiavel et Guicciardini ont montré explicitement la place qu'elle tenait dans la justification des actes du souverain, mais elle est surtout une constante ancestrale de la couronne castillane et le devient de couronnes espagnoles réunies. Il est par ailleurs important de constater que la fin de la Reconquista, les voyages transocéaniques ou l'expédition italienne, pour ne parler que des 3 choix stratégiques majeurs des Espagnes durant ces années-là, ne sont pas le fruit d'une décision autoritaire et individuelle de Ferdinand le Catholique, donc d'une politique entre guillemets aragonaise, mais qu'il en partage la responsabilité et la décision avec Isabelle. Dans ces conditions, il me semble difficile de n'y voir que la réalisation d'un tropisme aragonais, sauf à considérer que l'union des royaumes n'a pas d'effet sur la définition d'une politique extérieure originale et que celle-ci ne serait que l'agrégation de 2 politiques extérieures, castillane et aragonaise, différentes. La question en l'espèce n'est pas secondaire, car pour parler de corps expéditionnaire, il est important de montrer que l'équilibre penche en faveur d'une politique qui se veut inédite et d'une projection de force qui ne va pas de soi. Si l'on accepte le cas très particulier des croisades, on peut dire en effet que la projection de force dans l'espace européen proto-moderne, en tout cas dans l'espace méditerranéen et dans la première modernité, ne se fait pas d'abord par la mer, sauf quand il s'agit non pas d'une expansion, mais d'une migration, même d'un petit nombre de personnes, comme ce fut le cas pour les Normands. Le cas vénitien, on le sait, très différent, quand l'empire de la Sérénissime n'est pas un empire territorial. Il commence à en aller très différemment avec l'union des couronnes d'Espagne, y compris pour des raisons qui ont aussi à voir avec la position géographique de ces royaumes au bout du continent, séparés de ce dernier, de l'Europe, donc par la France, c'est-à-dire par l'État qui va devenir pendant presque 2 siècles leur plus cher ennemi. Les rois catholiques vont en effet faire de la mer le lien naturel entre les territoires qu'ils contrôlent, tant en direction de l'océan Atlantique qu'en direction du Levant. Un peu comme dans la fiction du Roland Furieux de l'Arioste, la mer sert l'union, mais permet d'articuler la logique de la croisade médiévale et l'empire espagnol moderne. Nous n'en sommes pas encore là dans ces dernières années du XVe siècle, mais c'est bien de cela dont on commence à parler et que l'on commence à penser, quitte à se confronter aux contradictions de Ferdinand le catholique, entre tradition aragonaise et castillane, entre croisade et logique patrimoniale, entre tropisme méditerranéen et appel de l'océan. Et ne peut-on pas d'ailleurs se demander si, en même temps, la question à laquelle nous nous proposons de réfléchir aujourd'hui ne serait pas la seule façon de dépasser toutes ces contradictions dans une logique que je qualifierais d'impériale. Dès lors, ne pourrions-nous pas nous demander si tout corps expéditionnaire ne serait pas, par excellence, justement, impérial. J'en viens donc au 2e point de mon intervention, sur la préparation de l'armée et les tactiques de combat. Le 29 novembre 1494, les souverains espagnols désignent donc Gonzalve de Cordoue comme chef d'une expédition. Il est nommé, je cite, « capitaine général dans le Reino de Sicilia et otras partes de Italia ». 2 points qui ont leur importance. D'un côté, nous sommes en novembre 1494, donc fin novembre, bien avant la signature de la Ligue anti-française que j'évoquais plus haut. Les Français, en novembre, viennent seulement d'arriver en Toscane et s'apprêtent à marcher sur Rome. Comme pour montrer que la politique espagnole est en quelque sorte indépendante des aléas de la campagne française en Italie. De l'autre, autre point important, l'indifférenciation ou la dissimulation au choix que l'on peut déceler dans l'expression « y otras partes de Italia ». Les autres parties de l'Italie, elle me semble significative de la complexité et de la relative indétermination des buts de guerre. On remarquera aussi qu'une semblable absence de précision caractérise cet acte officiel pour ce qui est du nombre de soldats et de l'identité des capitaines et des compagnies qui doivent partir. En définitive, devrait partir, selon les sources, si l'on en croit la Cronica manuscrita de Don Gonzalo, 5000 infantes et 600 lances à la manière espagnole, c'est-à-dire rinettes, des genétaires. Les lances à la manière espagnole étant, comme vous le savez, moins fournies que les lances à la manière française. En gros, dans une lance française, on a de 5 à 6 personnes. Dans une lance de genétaires, on n'en a que 3. Guicciardini, quant à lui, n'évoque que 800 genétaires et 1000 fantassins. Le départ s'effectue, quoi qu'il en soit, de Carthagène en mars 1495. Et au terme d'une navigation lente, les troupes arrivent à Messine le 24 mai 1495. Donc,
on a quand même un laps de temps extrêmement important qui se passe entre la décision d'envoyer un corps expéditionnaire fin novembre et l'arrivée de ce corps expéditionnaire fin mai 1995. Ce laps de temps fait partie de la logique à la fois de la préparation, mais aussi des hésitations politiques de ceux qui envoient les troupes. Et ils arrivent donc à Messine en fin mai, longtemps après que Naples est tombé aux mains des Français. À partir de là, en revanche, les choses s'accélèrent. 2 jours plus tard, Gonzalve de Cordoue débarque en Calabre avec 2000 piétons et 300 génétaires. Ce qui montre que la réalité des chiffres, d'ailleurs, est sans doute à mi-chemin entre ceux cités par la Chronica manuscrita espagnole que je citais plus haut et ceux de l'historien Guicciardini. En tout cas, il s'agit de chiffres assez modestes, somme toute. Si l'on pense que l'armée de Charles VIII, en 1494, comptait probablement 20 000 hommes, hein, même si on ne peut pas aller jusqu'au chiffre de Delaborde, qui parlait de 30 000 hommes, hein, en exagérant sans doute. Hein. Ou alors on n'y arrive qu'en ajoutant les partisans italiens du roi. Hein. Mais en tout cas, 20 000 hommes, c'est déjà énorme, hein, comme pour une armée de ce temps-là. Mais les forces de Gonzalve ne sont toutefois pas si inférieures en nombre que cela dans la conjoncture napolitaine. Hein, si on rappelle qu'évidemment, le roi de France a décidé, après la signature de la Ligue anti-française, de rentrer d'urgence en France, a fait retraite en quelque sorte, et donc n'a laissé dans le royaume de Naples au moment de sa retraite que 780 lances et 2700 fantassins. On a ici, me semble-t-il, une logique de corps expéditionnaire dans le fait que la projection de force reste limitée dans un premier temps, qu'elle met du temps à se mettre en place, et que l'on envisage de renforcer éventuellement ce premier corps d'armée si besoin est. On remarquera par ailleurs que dans la composition de cette petite armée, cela me semble capital, les fantassins sont largement dominants, probablement les 3/4 de la troupe, et qu'elle est quasiment dénuée d'artillerie. On peut même remarquer que dans ce premier corps expéditionnaire, ce ne sera pas le cas dans le second, dont je parlerai tout à l'heure, les tireurs d'armes à feu portatives ne sont pas encore massivement présents, ils ne sont pas intégrés dans les rangs de l'infanterie, contrairement à ce qui sera le cas à partir de 1501. Les explications à cette situation sont multiples, à mon sens. D'abord, les Espagnols ne sont pas encore en situation d'envoyer une troupe le plus fournie et équipée de façon plus moderne. Leurs forces armées étant en cours de réorganisation. J'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, il est probable que leur but de guerre n'est pas encore clairement établi et que ce premier corps expéditionnaire relève d'une tentative, d'un essai. Enfin, la nouvelle frontière à défendre en Roussillon, après le traité de Barcelone, immobilise de fait une partie des ressources militaires de la couronne dans la péninsule ibérique. Quoi qu'il en soit, la fin des guerres dans la péninsule ibérique et le début des aventures extérieures accélèrent de toute évidence la réorganisation administrative de l'armée des rois catholiques. 3 ordonnances capitales sur l'organisation de l'armée se succèdent en quelques mois, le 5 octobre 1495, le 18 janvier 1496 et le 22 février 1496. La première d'entre elles lance la mise en place d'une mobilisation potentielle généralisée du peuple espagnol, des peuples espagnols, le pluriel convient davantage, chaque personne se devant, selon ses possibilités financières, chaque sujet, se devant de garder des armes chez lui et d'être prêt à combattre. Des sanctions sont même prévues pour qui n'appliquerait pas l'ordonnance. Dans son préambule, cette première ordonnance constatait d'ailleurs, pour le regretter, le désarmement général dû au nouvel état de paix, faisant suite à la fin des guerres intestines et de la Reconquista. Bref, la couronne espagnole décide de se réarmer sérieusement pour se défendre, mais aussi, évidemment, dans la perspective d'une expansion possible vers d'autres horizons. De fait, la deuxième ordonnance, promulguée le 18 janvier 1496, dévoile l'horizon de ce réarmement et fixe le cadre des actions hors d'Espagne. Elle va marquer 2 siècles d'impérialisme militaire espagnol, notamment pour ce qui est de l'organisation financière, des procédures de levée des troupes, de financement et de licenciement des soldats. 26 articles en tout y insistent notamment sur le contrôle de la présence effective des soldats aux armées. Quant à la dernière des 3 ordonnances, celle du 22 février 1496, elle ne fait que préciser l'ordonnance d'octobre 95. J'ajouterai que le chroniqueur officiel de Ferdinand le Catholique, Jerónimo Zurita, auteur des Annales de la Corona de Aragon, évoque aussi 2 autres ordonnances qui suivent en 1497. L'une sur l'adoption de la pique et l'autre sur l'organisation en tercios. 1 tiers de piquiers, 1 tiers de tireurs, 1 tiers de fantassins. Moins bien armés que les 2 premiers. C'est-à-dire protégés par leurs boucliers, destinés à une lutte au corps à corps, en quelque sorte. Ce sont ceux-là, d'ailleurs, dont Machiavel parle avec admiration, en faisant probablement une erreur historique. Mais bon. De même sont fixés de nouveaux noms et de nouvelles caractéristiques pour les unités qui composent l'armée.
À partir de la fin du siècle, on voit apparaître, sur le modèle suisse, évidemment, les piqueros. On réorganise au sein de l'armée les subdivisions avec la création des capitanias, avec la création aussi des coronelias et des esquadras. Tous ces mots apparaissent à ce moment-là. Il y a une inscription dans le vocabulaire militaire, effectivement, de cette réorganisation administrative, jusqu'à la création d'un mot qui aura une fortune exceptionnelle, qui est le mot, effectivement, d'infante, pour les fantassins, qui remplace les peones dans la comptabilité militaire au début du XVIe siècle. La spécialisation technique et la précision des noms a d'autant plus d'importance que les prévisions budgétaires se font en fonction des composantes de l'armée. On le sait, tous les soldats ne reçoivent pas la même solde et les tireurs par arme à feu, espingarderos par exemple, sont mieux payés que les simples lanceros ou que les arbalétriers. Les arbalétriers et les lanceros étant d'ailleurs souvent associés, considérés un peu comme archaïques, à la différence effectivement des nouvelles armes de jet, de tir qui sont considérées comme modernes. Mais ce qui nous intéresse au premier chef dans cette succession d'actes administratifs, dont il n'est évidemment pas facile de savoir dans quelle mesure ils furent vraiment suivis des faits, c'est un classique de ce type d'historiographie, c'est qu'il manifeste en tout cas clairement qu'il y a en la matière une volonté de politique rationnelle et cohérente de la part des souverains et de la part de ce que l'on pourrait appeler, de façon un peu anachronique, une forme de bureaucratie d'État. Une volonté de faire de leur armée un instrument efficace et moderne, sans rien laisser au hasard, et en traitant en même temps du recrutement, de l'armement, du financement, du lien avec la population, de l'articulation des différentes armes. Au passage, la Santa Hermandad, organisme créé en 1476 pour le maintien de l'ordre public dans le cadre des luttes intestines, est supprimée en 1497. Pour se faire sa place dans le théâtre de guerre européen, la Castille se dote en 1493 de l'équivalent des compagnies d'ordonnance françaises que viennent de supprimer en France les Beaujeux durant la minorité royale, 40 ans après leur création en 1445, ce qui Machiavel leur reprochera très durement dans ses chapitres sur les armi propri et dans les chapitres 12 et 13 du Prince notamment. Je veux parler de Las Guardias de Castille, qui est un peu cet équivalent des compagnies d'ordonnance françaises et qui ont été étudiées, entre autres, par Quatrefages. Bref, au tournant du siècle, le début de la participation des rois catholiques aux guerres d'Italie va de pair avec la mise en place d'une ébauche de machine bureaucratique pour la gestion de l'armée, imposant définitivement l'État central comme unique opérateur en la matière. Tout cela ne naît évidemment pas seulement de l'entreprise italienne de Gonzalve au service des rois catholiques. À cet égard, on peut considérer par exemple que Ruiz Domenech, le grand biographe de Gonzalve de Cordoue, exagère sans doute quelque peu à cet égard le poids de Gonzalve dans cette mutation de l'armée espagnole. Mais en même temps, je pense qu'il faut se méfier aussi de ne pas exagérer symétriquement la place de l'histoire institutionnelle militaire que l'on retrouve par exemple très fortement dans quelqu'un qui a étudié très précisément les ordonnances que j'évoquais tout à l'heure, qui est justement Quatrefages. Mais la coïncidence chronologique reste frappante. Et il va de soi que combattre loin de ses bases arrières, longtemps, en déterminant en fonction de la situation quel peut être l'horizon de la campagne, nécessite une autre gestion du temps, une prévision des fonds à engager, des possibilités de recrutement et d'acheminement des vivres ou des renforts éventuels d'un type nouveau. Un savoir-faire aussi pour l'adaptation aux formes spécifiques de la guerre dans un territoire plus ou moins bien connu. On pense au chapitre 14 du Prince dans lequel Machiavel insiste sur le fait que la connaissance du terrain est une nécessité absolue de n'importe quelle campagne. Ces problèmes, le premier corps expéditionnaire espagnol que j'évoquais tout à l'heure va les affronter d'emblée. Débarqué en Calabre, comme je le rappelais, à la fin du mois de mai 1495. Inférieurs en nombre et dépourvus d'artillerie comme de cavalerie lourde, ces troupes ne peuvent pas prendre le risque d'une bataille rangée immédiate contre l'armée française. L'habileté de Gonzalve tient justement au fait qu'il parvient ici à articuler le temps bref imposé par la rapidité de la nouvelle guerre éclair voulue par les Français et le temps long des campagnes militaires conçues comme un tout et qui relèvent d'un espace-temps plus propre au corps expéditionnaire qu'à l'armée d'invasion ayant hâte d'en finir. Cela passe par la compréhension d'une hiérarchie des lieux à contrôler, grâce à l'examen de la profondeur stratégique imposée par un territoire montagneux fait de micro-régions. Cela passe aussi par le refus de la bataille rangée, par une guérilla permanente, par un jeu sur le temps pour épuiser l'adversaire.
la primauté de l'offensive, chère aux charges fougueuses de la cavalerie lourde française, emportant tout sur son passage, cède le pas dans de telles circonstances à la capacité à se défendre, à changer de position, à refuser le combat jusqu'au moment où la conjoncture, ce que les Florentins appelleront la qualité des temps ou la condition des temps, faite d'une série de composantes complexes, effectifs des soldats et morale des soldats, position tenue et perdue, rapport de force au niveau local comme au niveau des États, but de guerre immédiat, etc. Cette conjoncture, quand elle rend probable et utile la victoire, c'est là et là seulement que la bataille devra être recherchée. J'en veux pour preuve une lettre que Gonzalve adresse à ses souverains en mars 1503, quelques semaines avant la bataille décisive de Cerignola, quelques mois avant la seconde bataille décisive du Garigliano, dans laquelle il leur annonce les prochaines victoires, justement parce que l'évolution sur le terrain a été celle qu'elle a été, parce qu'il a reçu les renforts qu'il attendait en deux moments différents, et que ses troupes sont maintenant prêtes à livrer le combat décisif. Les troupes espagnoles et napolitaines avaient livré une première bataille à Seminara. Là, je vous parle de 1503, je reviens en 1495. Mais celle-ci s'avéra calamiteuse. Les troupes espagnoles se firent écraser par l'armée française, à la tête de laquelle se trouvait d'Aubigny. Mais après cette douloureuse expérience, Gonzalve attend le printemps 1503 pour livrer une série de batailles qui, elles, s'avéreront décisives, comme je le disais, de Cerignola au Garigliano. Je voudrais maintenant vous parler un petit peu du deuxième corps expéditionnaire. Moins de 3 ans plus tard, Gonzalve est de nouveau nommé à la tête d'un corps expéditionnaire, cette fois plus conséquent, puisqu'il s'agit de faire voile d'abord contre les Turcs, qui ont fait reculer les Vénitiens en Morée, une bulle pontificale du 1er juin 1500 appelant à la croisade. Mais qu'il s'agit aussi évidemment de débarquer de nouveau dans le royaume de Naples, pour le conquérir tout ou partie, et non plus pour aider son roi, comme 4 ans plus tôt, à résister aux Français. En effet, entre-temps, Louis XII et les rois catholiques se sont lancés dans des négociations secrètes qui ont débouché sur la signature du traité de Grenade, le 11 novembre 1500. Mais il ne sera rendu public que le 29 janvier 1501, et pour cause. En effet, dans cet accord secret, le royaume de Naples est partagé entre les deux monarchies nationales les plus puissantes d'Europe. Les Abruzzes et la Campanie, donc en gros le nord du royaume, vont aux Français, les Pouilles et la Calabre vont aux Espagnols. C'est durant cette campagne, qui va commencer donc pour prendre possession de cette partie sud du royaume de Naples, que Gonzalve va gagner définitivement le surnom de grand capitaine, après ses succès à Céphalonie devant les Turcs, puis surtout après ses victoires éclatantes contre l'armée française en 1503, comme je le rappelais tout à l'heure. L'armée qu'il guide est alors plus importante. Elle compte plus de 3000 fantassins, 300 hommes d'armes et 300 génétaires. Face à lui, l'armée française est au moins 2 fois plus puissante, puisqu'elle compte, d'après Ferdinand Lot, 900 lances, 7000 piétons et 36 pièces d'artillerie. Et 2 ans plus tard, l'armée de la Trémoille, qui sera défaite au Garigliano, compte sensiblement les mêmes effectifs, 1000 lances et 6000 gens de pied. Quoi qu'il en soit, la flotte espagnole qui arrive à Messine le 18 juillet 1500 est conséquente et comprend 55 navires, beaucoup plus que 4 ans avant. À la revue de l'été 1501, avant de partir dans la nouvelle campagne, l'armée comptera même 3600 fantassins et 517 lances grâce à l'arrivée des premiers renforts. Le cœur de l'armée est alors, très clairement, l'infanterie. À sa tête, on trouve maintenant des chefs prestigieux comme Villalba et Pizarro. Elle est pour la première fois composée d'un tiers de tireurs. Cette fois, c'est clair, dont une majorité d'armes à feu, ce qui est une nouveauté capitale et inédite en Europe. Avec l'intégration des rangs d'arquebusiers dans les files des fantassins, on est en train de mettre en place le dépassement du modèle suisse, fondé de façon peut-être excessive dans le choc frontal des carrés de piquet partant à l'assaut. Il est remarquable d'ailleurs que, d'après Guicciardini, les paysans soldats helvètes vont vite comprendre ce qu'il en est et rechigneront, après les défaites qu'ils vont subir lors des campagnes de Naples jusqu'au printemps 1503, à repartir en guerre contre les Espagnols au moment du Garigliano, à l'automne de la même année. Je vous renvoie à ce que dit Guicciardini dans le chapitre 4 du livre 6. L'infanterie de Gonzalve comprend d'ailleurs, en même temps, dès donc le tout début du XVIe siècle, un corps de nobles écuyers combattant à pied, signe que 20 ans avant les Français, les Espagnols accordent un statut privilégié à cette arme.
On pourrait rappeler à ce propos la célèbre anecdote qui, à partir du récit d'un autre historien italien, Paolo Giovio, sera présente dans toutes les chroniques sur Gonzalve. Cette anecdote, donc, nous narrant que Gonzalve prit en croupe un simple fantassin épuisé et surtout ordonna à tous ses cavaliers de faire de même. L'épisode ne doit pas être lu seulement comme une illustration de l'attention singulière portée par le chef aux hommes de pied, harassés par une de ces longues marches auxquelles il les contraignait pour prendre l'ennemi de vitesse. Juste avant Cerignola, on est juste avant Cerignola. Cette anecdote, c'est aussi une reconnaissance du rôle clé des fantassins avant la bataille, dans la bataille qui va arriver, il le sait. Il l'a annoncé d'ailleurs. Et d'ailleurs, Gonzalve aurait fait faire de même, selon la légende, on l'a vu, à tous ses cavaliers. L'important n'est pas simplement ici l'héroïcisation du chef. Ce n'est pas simplement qu'un général fasse preuve de compassion à l'égard d'un subordonné. C'est qu'une arme, la cavalerie, vienne au secours d'une autre, l'infanterie, parce qu'elle sait fort bien qu'elle aura besoin sous peu de celle-ci. L'épisode, qui va acquérir une connotation quasiment mythique, offre, à mon sens, une parfaite occasion de mettre en scène ainsi le rôle nouveau accordé à l'infanterie par le grand capitaine. Entre 1501 et 1502, Gonzalve sait qu'il ne peut pas livrer de bataille rangée face à une armée française encore une fois plus nombreuse et mieux équipée en artillerie et cavalerie lourde. Il attend donc 1503. Il adopte, avant les batailles, de nouveau la même tactique que j'évoquais tout à l'heure, une tactique qu'il connaît parfaitement pour en avoir été un des promoteurs lors de la guerre de Grenade. Guerre de guérilla, une fois de plus, donc fondée sur le contrôle de quelques places fortes, par exemple Barletta, et capacité à faire mouvement très rapidement à marche forcée, y compris de nuit, pour surprendre l'ennemi en se fondant sur la cavalerie légère des Genetaires et sur une infanterie très mobile. Même la bataille de Cerignola, cette bataille dont il avait annoncé qu'il la gagnerait, advient en quelque sorte par raccro, lancée par une imprudence française. Le vice-roi Montpensier prenant l'initiative d'une charge de cavalerie inopportune au terme d'une journée de marche de ses soldats, sans prendre la mesure de la force du retranchement mis en place par l'armée espagnole. Quant aux Garigliano, on sait que ce fut d'abord une guerre d'usure, guerre de position qui dura plus de 2 mois, avant que les Espagnols ne réussissent à porter l'estocade, grâce à une incursion par surprise de Bartolomeo d'Alviano de l'autre côté du fleuve à la fin du mois de décembre. Mais contrairement à ce qui se passait dans la guerre de Grenade, la tactique ici ne naît pas seulement de l'adaptation au terrain montagneux et aux conditions climatiques. Ce choix convient en effet à la situation d'un corps expéditionnaire, dont le chef doit gérer les paramètres spatiaux et temporels spécifiques à cette situation. Gonzalve s'est tiré parti de la profondeur stratégique que confèrent l'étendue et le relief du royaume de Naples. Mais pendant 2 ans, il gère aussi parfaitement l'attente permanente de renforts en troupes et en fonds pour payer les soldats. Ce manque chronique d'argent, malgré toute l'organisation et les budgets prévisionnels que la couronne avait mis en place, ou avait tenté de mettre en place, aura des effets notables, notamment après la victoire de Cerignola, des mutineries empêchant Gonzalve d'écraser ses adversaires en les poursuivant jusqu'à Naples. Mais il aura aussi des effets, ce manque chronique d'argent, plus généralement, dans le type de rapport que les troupes espagnoles vont établir avec les territoires sur lesquels ils se trouvent. Les Espagnols, loin de chez eux, vont prendre l'habitude de vivre sur le pays et systématiser ce que l'on peut appeler une mise en coupe réglée des terres occupées, et ce que l'on pourrait appeler aussi une guerre aux civils, qui devient caractéristique de ces guerres modernes dans la péninsule italienne, où les troupes sont éloignées du centre névralgique de commandement. Là aussi, Guilchardin a parfaitement pointé les choses. Je vous renvoie au chapitre 8 du livre 17, dans lequel il y a une véritable généalogie de cette guerre aux civils qu'il met en place, et dans lequel il donne une place importante, justement, au premier corps expéditionnaire espagnol. Reste à revenir, et ce sera la dernière partie de mon exposé, de façon plus synthétique, sur une question essentielle et qui va donner tout son relief au corps expéditionnaire espagnol. De quel type de chef de guerre Gonzalve de Cordoue est-il l'exemple ? Comment allons-nous assister durant ces années-là à ce que j'appellerais la naissance d'un capitaine impérial ? Les contemporains de Gonzalve de Cordoue ont tout de suite perçu que l'expérience italienne constituait non seulement un tournant dans son histoire personnelle, selon une proposition banale qui après tout s'applique à toute nouvelle étape du cursus honorum de quelque protagoniste de l'histoire que ce soit, mais qu'elle introduisait un changement de nature dans l'existence du personnage. À l'image de ce qui avait été fait pour Scipion, auquel Gonzalve fut à l'occasion comparé pour sa prudence et sa clémence, ce Scipion à qui fut donné le surnom d'Africain, après ses victoires de l'autre côté de la Méditerranée, on aurait pu d'ailleurs dire de Gonzalve, à partir de son aventure napolitaine,
qu'il allait devenir Gonzalve l'Italien. Cela eût pu se faire, mais cela ne se fit pas. Et ce n'est pas d'ailleurs complètement sans raison que nul ne songea à lui conférer un tel surnom et que l'on préféra alors lui attribuer celui de grand capitaine, un surnom qui privilégiait avant tout ses qualités de chef de guerre. Parmi les témoignages contemporains les plus développés sur Gonzalve, je m'appuierai sur 2 exemples italiens et sur 2 espagnols, tous du XVIe siècle, pour montrer à quel point le capitaine devint un héros d'une histoire qui est autant et plus italienne qu'espagnole. Les 2 textes italiens datent à peu près de la même période, les années 1535-1550, et ce sont évidemment d'un côté la monumentale histoire d'Italie de Guicciardini, que j'ai déjà citée, et puis la biographie de Gonzalve, qui a été écrite par Paolo Giovio, que j'évoquais tout à l'heure aussi. Les 2 historiens nous importent particulièrement parce qu'ils seront très vite lus en Espagne, en France aussi d'ailleurs, et très vite considérés comme un patrimoine commun à l'Italie et à l'Espagne impériale, qui est devenue entre-temps une puissance aussi italienne que les autres États de la péninsule, voire à l'Europe d'Ancien Régime. Au terme de son parcours italien, l'ambiguïté de la figure de Gonzalve est manifeste. Attaché aux valeurs féodales et aux géologiques de la chaîne du commandement militaire qui lui donne un pouvoir absolu sur ses soldats, mais lui impose un devoir tout aussi absolu d'obéissance à son roi, il découvre, loin de sa terre natale, les effets de la politique de puissance. À la tête d'un corps expéditionnaire, Gonzalve n'est plus un de ces capitaines guerroyant aux frontières méridionales du royaume de Castille. Dans une certaine mesure, il anticipe d'ailleurs à cette occasion des questions qui se poseront peu de temps après à tous les capitaines placés par les rois catholiques à la tête de troupes envoyées de l'autre côté de l'Atlantique. Il n'est pas impossible d'ailleurs d'établir des relations entre ces capitaines des guerres d'Italie et ceux des guerres de la conquista américaine. Dans les faits, d'ailleurs, nombre de conquistadores ont été formés militairement sur les champs de bataille de la péninsule italienne. Et chaque homme de guerre espagnol en quête d'un destin pouvait, au début du XVIe siècle, hésiter entre s'embarquer vers la péninsule italienne ou s'embarquer pour l'Amérique, comme le fit, semble-t-il, hésiter, Hernán Cortés lui-même avant de trancher pour l'aventure la plus lointaine. La gestion du temps, de l'espace et de la circulation des ordres et des informations est plus complexe. Elle encourage l'autonomie du chef de guerre. Elle suscite à l'occasion des contradictions potentielles entre les choix tactiques et les décisions stratégiques des uns ou des autres, voire des mutations dans la conception du statut de la conquête et de l'imperium imposé par la force des armes. On trouve un exemple de cette ambivalence de l'adaptation du capitaine aux règles de compréhension des rapports de force dans les relations que Gonzalve put avoir avec celui dont Machiavel a fait l'icône même de cette modernité politique. Je veux parler de César Borgia. En effet, si l'on peut dire que César Borgia et Gonzalve de Cordoue semblent avoir exercé l'un sur l'autre une forme d'attraction, les usages qu'un Machiavel fait de l'un et non de l'autre pourraient plaider pour une sorte d'incompatibilité des 2 figures. Il est assez notable que Gonzalve de Cordoue, qui était le plus grand capitaine de son temps, n'est pas utilisé par Machiavel dans ses galeries d'exemples. Très peu. Il n'intervient qu'une seule fois dans les discours comme une sorte d'illustration de l'ingratitude des rois à l'égard de leurs bons serviteurs. Et c'est un vrai problème, il faut s'interroger là-dessus. Alors que l'on sait la place qu'occupe pour l'argumentaire machiavélien Borgia, pour le secrétaire florentin qui se plaît à affirmer qu'il ne craint jamais d'alléguer César Borgia et ses actions, Prince chapitre 18, Gonzalve tient donc dans les textes du Florentin une place inversement proportionnelle à son rôle historique. Il n'a chez lui qu'un rôle mineur. Ne doit-on pas voir un symbole dans la décision que prit Gonzalve d'arrêter César Borgia en 1504 et de le remettre à son roi, à Ferdinand, comme s'il fallait voir là une sorte de reconnaissance que ce n'était pas ce chemin-ci qu'il allait prendre et que lui-même ne se taillerait pas, comme l'avait fait César, un État dans la péninsule bouleversée, et comme d'ailleurs Ferdinand craignait qu'il ne le fît. Un autre historien de la péninsule italienne, Paolo Giovio, et les 2 chroniqueurs espagnols dont nous parlions plus haut, vont construire encore plus clairement cette italianité ambiguë de Gonzalve. Pour une raison structurelle d'abord, car tous les 3, à la différence de Guicciardini, font de Gonzalve le protagoniste majeur, si dans le sol, de leur récit, puisqu'ils rédigent une vita néo-plutarchienne de leur héros, et que dans l'existence de Gonzalve, il est clair que c'est l'étape italienne qui est la plus riche de hauts faits. Mais aussi parce que dans les choix qu'ils font, l'épisode italien, qui pourtant n'occupe en définitive qu'une douzaine d'années de la vie de Gonzalve, de 95 à 1507, d'une vie qui durera plus de 60 ans, de 1453 à 1515. Donc cet épisode italien n'est pas évidemment un simple épisode, mais devient à chaque fois le cœur de l'ouvrage et le ressort unique de la narration. Chez Paolo Giovio,
qui pourtant a pour dessein et pour contrat de genre, pourrait-on dire, de narrer la vie tout entière du grand capitaine, ce qui précède sa venue en Italie n'est ainsi qu'une sorte d'introduction, contenue dans le premier chapitre d'une quinzaine de pages. Le récit principal commence quand Gonzalve arrive en Italie, dès le début du deuxième chapitre. Il n'en repart qu'au troisième chapitre du troisième livre, peu de temps avant la fin. Le dernier chapitre du troisième livre contient les 8 ans de vie espagnole qu'il reste à vivre à Gonzalve, après 1507. Bref, 60 ans de vie occupent 2 chapitres, le premier et le dernier, soit une cinquantaine de pages, et 11 ans de vie italienne occupent le reste, soit 140 pages, 3 fois plus. Gonzalve est l'incarnation d'un capitaine invaincu, avant tout. D'un capitaine invaincu qui maîtrise l'art de la guerre comme aucun capitaine italien n'a su le faire dans les décennies précédentes. Un capitaine invaincu qui s'affirme comme exemple de vertu militaire à imiter. Le malheur de l'Italie, la perte de son antique réputation, de sa gloire militaire, de sa liberté, ce sont tous là des mots de Giovio, rendent Gonzalve encore plus grand, atténuent la peine des Italiens et justifient l'écriture biographique d'un auteur italien. La vie de Gonzalve éclaire la situation de l'Italie. Sa vertu montre l'absence de vertu des princes italiens, ses capacités militaires et surtout la discipline qu'il est capable d'imposer à ses soldats. On pourrait s'attarder sur cette question-là, j'y reviendrai peut-être dans les questions. Donc tout cela montre que Gonzalve a su, par la puissance et la cohésion de ses troupes, trancher par rapport aux faiblesses endémiques des armes italiennes, dénoncées peu de temps avant, avec constance, par Machiavel dans toute son œuvre. D'emblée, Paolo Giovio insiste d'ailleurs sur le centre de la conception machiavélienne de la réforme militaire nécessaire et sur le centre de ce qui est le choix tactique de Gonzalve, l'infanterie. Gonzalve, pour Giovio, est un grand homme de guerre, d'abord parce qu'il a compris le rôle premier des fantassins, au-delà du mépris social affiché d'ordinaire par ses semblables pour les piétons. Les 2 chroniqueurs espagnols, si nous en venons maintenant à eux, s'inscrivent de façon encore plus nette dans la même focalisation italienne du récit et vont jusqu'à faire du récit de la geste de Gonzalve une histoire de longue durée, de l'agrégation du royaume de Naples à la couronne espagnole. Le texte anonyme publié par Antonio Rodriguez Villa au début du XXe siècle, sous le titre « Cronica General del Gran Capitan », commence non par le récit de la naissance de Gonzalve et de ses origines familiales, comme on aurait pu s'y attendre, mais par la généalogie de la succession des Aragonais de Naples, suivie de l'expédition française en Italie. De la sorte, le sujet du texte est de façon claire moins la vie de Gonzalve que la geste de Gonzalve en terre napolitaine. Le retour en Espagne, de 1507 à 1515, est expédié en une demi-douzaine de pages d'une chronique qui en compte 250. Il n'en va pas différemment dans l'autre chronique que j'ai pris en compte, la Cronica Manuscrita del Gran Capitan, puisqu'elle commence carrément en 1494 avec l'expédition de Charles VIII partant à la conquête de Naples pour revendiquer l'héritage angevin. Gonzalve, là encore, n'intervient qu'au chapitre 28 quand il s'agit pour lui de quitter l'Espagne. Et seul le 12e et dernier livre est consacré à son retour dans cette même Espagne. Même si les 2 chroniqueurs espagnols se plaisent à souligner l'hispanité d'un héros dont ils font l'incarnation des vertus de leur nation, encore une fois, c'est la question napolitaine qui fait Gonzalve. Tout comme le ressort d'un poème chevaleresque n'est pas l'ensemble de la vie du héros, mais la prouesse qu'il va réaliser, même si celle-ci se déploie au long d'un grand nombre d'épisodes. Gonzalve a mis la discipline militaire au service d'un nouveau régime de vérité que je nommerais impérial. Il anticipe de fait ce qui sera le cœur du règne de Philippe II, à savoir la transformation du ressort de l'Empire. La christianitas pacifique héritée du Moyen-Âge et proclamée par les cercles érasmiens proches de Charles Quint cède le pas à l'hispanitas militaire, plus propre d'ailleurs aux traditions nobiliaires castillanes, source de la formation de Gonzalve. À la crainte de la destruction de l'Espagne qui anima la logique de la Reconquista, succèdent du même coup les ambitions de la Conquista, au-delà des mers du Levant et au-delà des océans du Ponant, selon le double principe de l'imperio particulare et de la monarchia compuesta. Ce capitaine est donc impérial, mais il ne l'est pas, je voudrais insister sur ce point, au sens de ce que fut le symbolisme impérial cher aux historiens franquistes, qui se plaisaient à voir dans cette tension impériale une ligne de continuité de l'histoire espagnole. Paradoxalement, ce n'est pas son hispanité éternelle, mais ce que son italianité, au travers de son expédition en Italie, construit d'une nouvelle place de l'Espagne dans le monde, qui le font impérial. En effet, dans la reconstitution de ses contemporains et de la génération suivante, Gonzalve n'est certes pas italien, mais il n'est plus seulement espagnol. Il est le vrai émule des anciens Romains et un homme de paix, même si cette paix est une paix armée.
la Pax Hispanica devient la forme moderne de la Pax Romana et peut dès lors être célébrée par Paolo Giovio. Ni homme de faction, contrairement à son frère, comme le rappelle bien Ruiz Domenech, ni homme de cour ou homme de caste, il cesse en quelque sorte d'agir en hidalgo. Gonzalve, grâce à l'expérience napolitaine, échappe à sa classe et à son statut, sans les renier de façon provocatrice. Il est ainsi une sorte de pendant symétrique du Roland Furieux de l'Arioste ou du Quichotte de Cervantes. Lui aussi a été élevé avec les valeurs chevaleresques et les lectures qui les nourrissent. Mais au lieu de faire l'épreuve de leur tragique inactualité, il les transforme et les met au service d'un projet qui leur redonne une efficacité politique et militaire. L'homme du fief, le vassal, est devenu un grand capitaine d'empire. De cette nouvelle gestion du temps et de l'espace guerrier, la logique du corps expéditionnaire pourrait bien nous proposer un banc d'essai, une sorte de laboratoire. Gonzalve est d'abord au service d'une idée du rôle de l'Espagne dans un ensemble européen complexe, une idée qu'il s'est construite peu à peu, de Grenade à Naples, mais qui a pu se forger seulement dans la confrontation avec le difficile équilibre des petits États italiens, laboratoire de l'Empire. Gonzalve avait donné Naples à l'Empire espagnol en formation, et à Naples, il était devenu le capitaine le plus célébré de la chrétienté. De fait, après la défaite des troupes hispano-pontificales à Ravenne, au printemps 1512, on prêta à Ferdinand le catholique le projet de faire revenir en Italie le grand capitaine, 5 ans après avoir exigé de lui qu'il rentrât en Espagne. Le pape Jules II semble même avoir requis une telle décision, en soulignant que le grand capitaine n'appartenait plus vraiment à l'Espagne et, je cite, avait été créé par Dieu pour châtier la superbe des Français. Francesco Guicciardini, alors jeune ambassadeur à la cour des rois catholiques, s'étend dans une de ses missives au 10 de Bali sur ce projet et remarque à quel point il rencontre l'enthousiasme de nombreux Espagnols prêts à suivre leur ancien chef sans attendre. Francesco Guicciardini insiste alors sur la réputation du capitaine et probablement, quand il écrit cette lettre en 1512, il repense à ce qu'il écrivait dans ses juvéniles histoires florentines, rédigées dans le secret des écrits de famille 3 ou 4 ans plus tôt, lorsqu'il remarquait, à l'occasion du rappel de la victoire du Garigliano, que la réputation de Gonzalve, qui était appelé grand capitaine, commença à être si grande que toute l'Italie ne parlait plus que de lui, avait peur de lui et le révérait. À son retour forcé en Espagne, Gonzalve échappe à lui-même, autant qu'il échappe à l'Italie. Ces obscures fonctions de gouverneur de l'Oia, auxquelles il occupe ces dernières années, n'ont aucune importance historique, mais ne sauraient pour autant contribuer simplement à faire ériger ici la statue d'un juste écarté par les intrigues de cour. Il n'est pas exclu que le grand capitaine ait songé à un moment donné à prendre son autonomie en se taillant un royaume dans l'Italie en crise. Mais peu importe qu'il en ait eu ou non l'intention. Ce qui est clair, c'est que l'homme est détruit par la logique même qu'il a contribué à mettre en place, l'intégration de Naples dans les possessions de la couronne. Dans la disgrâce du capitaine, il n'y a nul complot courtisan, ni même le fruit de quelque animosité de personne, selon le lieu commun historiographique qui opposait la familiarité de Gonzalve avec Isabelle et ses relations délicates avec Ferdinand. Tout simplement, Gonzalve, à partir d'un certain moment, à partir d'une certaine qualité des temps, ne sert plus le projet de Ferdinand, et est même susceptible de le desservir, qu'il le veuille ou non. C'est cela que nous apprend la parabole de son existence. Non pas une défense a priori de l'Espagne impériale, mais une illustration du type de modernité que celle-ci peut illustrer au travers d'une forme spécifique d'intégration dans la politique de puissance. Le prix à payer pour que le roi d'Espagne affirme son impérium sur le royaume de Naples, c'est l'éloignement de Gonzalve de la terre italienne. Or, si on constate que Gonzalve n'est plus rien dès lors qu'il rentre en Espagne, on s'aperçoit que c'est bien d'abord l'expérience italienne qui a fait Gonzalve et l'a transformé en personnage et en sujet d'interrogation pour les historiens. La personne de Gonzalve, dans cette perspective, compte moins, quelles que soient les interrogations érasmiennes qui agitèrent ces dernières années selon la reconstitution qu'en fait Ruiz Domenech, que ce qu'il a mis en branle en Espagne pour la réforme de l'armée, notamment 30 ans avant la constitution des Tercios en 1534, la création d'une infanterie qui va dominer l'Europe pendant plus d'un siècle. Et ce qui compte ici, c'est la perception stratégique impériale du lien entre les enjeux militaires, dynastiques et territoriaux de la couronne qu'il sert. C'est bien là une politique impériale nouvelle qui s'ébauche en ce début de XVIe siècle, et ce suivant une perspective moderne, dans la mesure où elle n'est pas simplement fondée sur la logique linéaire de la translatio, qu'elle soit juridique, dynastique ou morale, dans la mesure où elle s'ancre dans une nouvelle perception des territoires et des forces qui s'y exercent. Quelles sont les grandes lignes pour conclure d'une telle politique impériale ? Je citerai rapidement quelques éléments de cette politique que l'expérience napolitaine de Gonzalve de Cordoue contribue à mettre au jour.
D'abord, premièrement, le cœur de l'Empire, ici l'Espagne, ne peut plus privilégier une vision purement centripète, d'où des difficultés dans l'élaboration des politiques communes et dans la transmission des directives entre la cour du souverain et les pôles différents de l'Empire. Deuxièmement, l'armée est pensée pour fonder la seule légitimité du nouvel empire, et être utilisée loin des limites de la péninsule ibérique, selon la logique justement des corps expéditionnaires. Troisièmement, le discours de paix et d'unité justifie de mener une guerre potentielle partout. Quatrièmement, l'unité religieuse, la protection forcée de la papauté et la défense des intérêts du catholicisme, de la lutte contre l'hérésie en Europe à l'évangélisation des mondes nouveaux, en passant par le discours de la croisade contre les Turcs, sont mis au service constamment de l'extension et de la stabilité de l'Empire. Cinquièmement, la légitimation par le droit, l'investiture féodale du royaume de Naples par les souverains pontifes, et par la vieille logique dynastique, l'héritage aragonais, se tresse, parce qu'ils ne suffisent plus, avec la nouvelle réalité des rapports de force continentaux, pour faire de l'Espagne désormais une puissance italienne, et de l'Italie le champ de bataille de la nouvelle Europe. Enfin, comme dernier point, il existe, on l'a dit, un vrai problème d'unité de commandement et de direction de l'Empire et dans l'Empire, puisque l'éloignement du centre confère aux différents vice-rois, amiraux, capitaines une marge de manœuvre et de liberté qui peut conduire à une superposition de priorités contradictoires élaborées en deux lieux différents. Il n'est pas interdit de considérer de ce fait que la campagne napolitaine de Gonzalve de Cordoue contribue ainsi à délivrer, de façon certes encore lacunaire et hésitante, une des vérités de l'histoire espagnole de l'Ancien Régime. Certes, ni le protagoniste, ni le souverain qu'il sert, ni même les historiens ou chroniqueurs qui brossent le tableau de ces campagnes ne le perçoivent encore clairement. Mais dans cette affaire, on peut se demander si l'appellation de grand capitaine ne fait pas office en partie de rideau de fumée pour une autre réalité de longue durée, sans doute plus importante que la geste d'un homme de guerre d'exception. La multiplicité parfois contradictoire des exigences imposées à un souverain pris entre empire dynastique, empire de conquête et empire juridico-théologique va bientôt conduire Charles Quint, son successeur, en partie contre son gré, à se transformer en empereur de guerre, loin des rêves de paix impériale qui étaient au cœur de toute réflexion traditionnelle sur l'Empire, au nom de la trilogie Quies Pax Concordia. Nous entrons dans l'âge des capitaines d'Empire. Bien, merci pour ce bel exposé passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'en ai retenu pas mal, entre autres cette idée que cette question qui peut sembler évidente, mais qui, de la façon dont tu l'as traitée en particulier, du coup, n'est plus si évidente que cela. C'est toute projection de force n'est-elle pas impériale? Ça implique de véritablement réfléchir, du coup, à ce qu'on pensait être acquis sous le terme d'empire. Bon, là, il y a de belles réflexions, et puis cette idée qu'effectivement toute projection de force implique la mise en place d'un type de force particulier, nouveau, et que ça pose ensuite des problèmes d'ordre politique. On vient de le voir avec les problèmes politiques rencontrés par Gonzalve de Cordoue en Espagne à la suite de ces campagnes d'Italie. Je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle à ce qui arrivera à Marlborough 2 siècles plus tard en Angleterre, après ses succès merveilleux sur le continent, les problèmes politiques qu'il aura en Angleterre à son retour. Il y aurait peut-être des parallèles à faire. Oui, Guillaume. Moi, j'aurais en fait une question assez simple. Quelles sont les relations en fait qu'il entretient sur place dans la reconquête du royaume de Naples avec des intermédiaires de nature politique? De quelle nature est son pouvoir? Est-ce qu'il est simplement le conquérant, ou est-ce qu'il est l'instigateur de la remise en place d'une certaine légitimité politique? Et si oui, avec qui est-ce qu'il va être obligé à la fin de négocier? C'est compliqué parce qu'évidemment, on est dans une situation qui est une situation ambiguë. Tout se passe en quelques années. Là, je vous ai parlé d'un laps de temps très, très, très court. Donc, il change de statut, évidemment, au fur et à mesure. C'est-à-dire que dans un premier temps, alors déjà, on a un personnage qui, dans un premier temps, est simplement quelqu'un qui vient renforcer le cousin aragonais pour le soutenir. Ça, c'est en 1495. Après, en 1500, on a quelqu'un qui se trouve d'ailleurs très, très, très mal, parce que lui, en plus, il était, du fait qu'on lui avait conféré un duché dans le royaume de Naples, en même temps,
lié par un lien de nature féodale, outre le fait qu'il le connaissait, qu'il l'appréciait, au roi de Naples. Et donc, il est obligé de briser ce lien. Il trahit, en quelque sorte, ce qui est grave. Et il devient un conquérant, là, très clairement. Et puis, après, une fois que la conquête est achevée, il devient, par le fait de son prince, par le fait de Ferdinand, il acquiert la légitimité avec le titre de vice-roi. Légitimité qui lui est enlevée, 4e étape, au moment où Ferdinand décide de le faire revenir en Espagne. Et comme il ne revient pas assez vite, il va le chercher. Et on a ce moment, ce qui est un moment absolument extraordinaire de l'entretien de Savone avec Louis XII, où lors du retour en Espagne de Gonzalve, il s'arrête à Savone, il est avec Ferdinand, ils sont reçus par Louis XII, et Louis XII traite Gonzalve un petit peu comme un père de Ferdinand. À la fois pour ennuyer Ferdinand, mais en même temps parce que le poids symbolique de cet homme est tel à ce moment-là qu'il ne peut pas faire autrement. Bon, il y a des pages magnifiques de Guichardin sur l'entretien de Savone. Alors pourquoi je vous rappelle ça? C'est pas pour l'anecdote, c'est simplement parce que le statut de cet homme est mouvant. Alors probablement, lui était moins un administrateur qu'un homme de guerre. Par exemple, une chose qui est assez intéressante qu'on peut relever par rapport à une question qui, pour l'armée espagnole et plus généralement pour la bureaucratie espagnole, est toujours très importante, qui est la question d'argent, c'est que un des reproches de Gonzalve qui sera fait à Gonzalve, clairement, sera d'avoir, disons, une comptabilité un peu acrobatique pour ce qui concerne l'utilisation des impôts napolitains dans le paiement de ses troupes. Donc là, on voit bien que là, une des contradictions, là aussi, entre le capitaine d'Empire qui est à la tête d'un corps expéditionnaire et qui, d'un coup, se retrouve avec une légitimité de vice-roi qui devrait être un homme qui organise et qui gère cette nouvelle entité de l'Empire espagnol. Donc c'est à cet égard, le cas de Gonzalve est extrêmement intéressant parce que c'est un cas de passage, en quelque sorte, entre deux mondes, deux statuts. Et ce qui me semble intéressant dans le cadre de votre réflexion sur les corps expéditionnaires, c'est que là, on est dans le cas où un corps expéditionnaire fait en quelque sorte éclater toute une série de contradictions. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Bonjour, je m'intéresse particulièrement aux civilisations précolombiennes et je voulais savoir, j'ai pas bien compris, si Hernán Cortés avait servi sous Gonzalve de Cordoue. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Cortés, bon, d'abord, ils font pas partie de la même génération, évidemment. Oui. Et puis, à un moment donné, Cortés se pose le problème de savoir où il va aller. Il a décidé de faire la carrière des armes et il se pose le problème. Et il est même engagé pour l'Italie. Et il part pour le port espagnol, je ne sais plus si c'est Carthagène ou Malaga, enfin bon, d'où il doit s'embarquer pour l'Italie, et là il change d'avis. Et il va partir pour l'Amérique. Donc il y a un certain nombre de conquistadores qui ont été formés sur les champs de bataille italiens. Mais ce n'est pas le cas de Cortés. Hernán Cortés, c'est 1519, c'est donc tout oui, même, il n'aurait pas servi avant. Non. Non, je vous le dis clairement parce que c'est une question qui m'a intéressé. Parce que comme je me suis intéressé à la question de savoir dans quelle mesure les guerres d'Italie avaient été un laboratoire pour les pratiques militaires impériales espagnoles, aussi bien en Amérique que plus tard dans la deuxième partie du XVIe siècle ailleurs en Europe, j'ai essayé de suivre un petit peu, même si je n'ai pas eu le temps de faire très sérieusement de la prosopographie des conquistadores, mais j'ai essayé un peu de suivre certains cas pour voir si je trouvais des exemples intéressants. Il y en a quelques-uns, il n'y en a pas tant que ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu en tout cas transmission d'un savoir militaire qui est d'autant plus important pour l'Espagne que c'est le moment quand même où l'Espagne est en train de se transformer en une nation de soldats. Ils ne savent plus faire que ça même, la guerre. C'est tout. Il y a aussi une autre différence majeure, c'est vrai que les guerres d'Italie ont sans doute été un laboratoire. Il y a quand même un point de détail, mais je ne pense pas que ce soit détail majeur, c'est que tactiquement parlant, on ne mène pas la même guerre aux Amériques. On ne développe pas de tertiaux et tout ça aux Amériques face aux Indiens. Ce n'est pas les mêmes nombres. Voilà. Ce n'est pas du tout les mêmes effectifs. Voilà. On n'est pas du tout dans la même logique.
La projection de force implique la maîtrise de l'espace à travers lequel on va projeter les forces. Or, cet espace, il est souvent maritime. Or, la maîtrise de la Méditerranée occidentale entre l'Espagne et l'Italie est tellement évidente que vous n'en avez même pas parlé. Non, vous avez à peine abordé. Et il est de fait que la France, l'échec de la France est dû à bien des éléments politiques et des maladresses de nos princes d'ailleurs, mais également au fait que je crois que Charles VIII parvient à faire passer un peu de matériel, d'artillerie, etc., jusqu'à Naples, mais le retour, c'est la catastrophe parce que la France n'a pas de... Enfin, alors, et vous avez d'ailleurs mentionné les 58 vaisseaux, mais il y a vraiment là une maîtrise. Alors, c'est plus compliqué, ça, c'est pas si simple. Si vous permettez, et ça se relie à cette conjonction hispano-italienne que j'ai beaucoup appréciée, que l'on ressent, et qui va culminer, alors également sur mer, à les pentes. Les pentes, c'est une victoire hispano-italienne. Tout à fait. Et sur mer. Bon. Alors, attention, parce que les pentes, on est en 1571, donc on est beaucoup plus tard. Alors, la question de la marine aurait pu être, en gros, le sujet d'une autre intervention pour cette question-là, mais pour simplifier, ni la couronne espagnole, ni la couronne française ne peuvent se prévaloir d'un contrôle de la Méditerranée occidentale. Ni les uns, ni les autres. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Ils n'ont pas de marine de guerre permanente. Bon. Et jusqu'aux années 30-40, on ne parle pas de marine de guerre permanente. À chaque fois, on fonctionne au coup par coup, on loue des navires. Alors, en revanche, ce qui est vrai, c'est que à l'occasion des guerres d'Italie, et là encore, la question de la projection de force devient importante parce qu'elle crée de façon pratique, ce n'est pas théorisé, des nécessités. Aussi bien la couronne française que la couronne espagnole vont mettre très régulièrement en chantier des navires. Et vont réfléchir sur ce que c'est qu'une escadre en Méditerranée et ce que c'est qu'une escadre dans l'océan, ce qui ne sont pas les mêmes choses, parce qu'on n'a pas abordé les mêmes choses, parce qu'il y a deux traditions maritimes différentes, parce qu'on ne combat pas de la même façon dans ces deux mers, etc. etc. Et puis, par ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la situation de la France n'est pas si catastrophique que ça là-dessus, entre autres parce que la récente acquisition par le royaume de la Bretagne et de la Provence lui ont donné d'une part des bateaux, tout bêtement, et puis des gens qui avaient un savoir-faire maritime. Donc la situation de la France de ce point de vue-là n'est pas vraiment beaucoup plus mauvaise que celle de l'Espagne. En revanche, ce qui est clair, c'est qu'il y a ce que j'appellerais une sous-utilisation de ces possibilités maritimes par la France et une surutilisation par Ferdinand, le catholique, de ces possibilités qui ne sont pas beaucoup plus importantes. Je dirais plutôt les choses comme ça. Et puis après, là, moi je parle de dernière décennie du 15e, première décennie du 16e. Après, les choses prennent une autre tournure dans les années 1530-1540. Y compris parce que ça va devenir une nécessité vitale pour l'Espagne, parce que la mer devient le collant de l'Empire. Pour dernière chose importante. Ne parlez pas hors micro parce qu'on enregistre tout. Dernière chose importante, vous parliez de Gênes. C'est pour ça que le retournement de Andrea Doria en 1527 est fondamental. Parce que Andrea Doria, à la fois par les navires qui lui appartiennent personnellement et par ceux qui appartiennent à la République de Gênes, en un seul trait, une seule signature en quelque sorte, quand il se met du côté espagnol, multiplie par 2 la puissance maritime espagnole. Bonsoir. Donc moi j'avais une question surtout au niveau de l'organisation de l'expédition. Vous avez parlé de l'artillerie. Le manque d'artillerie, est-ce que c'était un choix tactique ou opérationnel au moment de lancer l'expédition pour avoir par exemple plus de mobilité, ou est-ce que c'était dû à un manque d'artillerie tout bêtement au niveau de l'Espagne elle-même? Il faut nécessité vertu. C'est-à-dire que l'armée espagnole, à ce moment-là, n'est pas connue pour son artillerie. Ceux qui sont bons dans l'artillerie, c'est les Français. Très clairement. Alors, ça va changer. Ça va changer parce que, justement, ils font des efforts pour construire des canons, pour s'adapter. En fait, les Espagnols ont ceci de particulier, c'est pour ça qu'ils vont gagner les guerres, c'est qu'ils sont parfaitement capables de comprendre la leçon que leur donne leur ennemi. C'est-à-dire qu'ils comprennent la leçon des Suisses très, très vite. Et ils l'adaptent.
Ils comprennent la leçon des Français très très vite, y compris, je crois qu'il ne faut pas exagérer sur le côté archaïque, déplacé des charges de la cavalerie lourde française, etc. Gonzalve comprend qu'il faut aussi un peu de cavalerie lourde. Alors peut-être pas dans les proportions qui étaient celles de l'armée française de 94, mais il faut aussi la cavalerie lourde. Qu'il faut pas simplement compter uniquement sur la cavalerie lourde. Et que la cavalerie, c'est pas seulement la cavalerie lourde, il faut aussi de la cavalerie plus légère. Je crois que pour l'artillerie, c'est la même chose. C'est-à-dire que dans un premier temps, tout simplement, ils n'ont pas beaucoup d'artillerie. Et de fait, il suffit d'aller, je ne sais pas si vous êtes allé déjà vous promener au sud de Naples, mais vous faites 100 km au sud de Naples, et vous apercevez de la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup besoin d'artillerie quand on mène la guerre dans cette région-là, parce que c'est une région extrêmement montagneuse, avec des micro-régions. C'est compliqué de faire passer de l'artillerie là. On n'en a pas besoin nécessairement. Et puis, de toute façon, là, en revanche, il y a un choix tactique profond de Gonzalve, c'est qu'il ne mène pas de bataille rangée tant qu'il n'est pas sûr de les gagner. Ça, c'est très clair. Et donc, du coup, l'artillerie du champ de bataille, qui devient très importante à cette époque-là, lui sert moins. En quelque sorte, Gonzalve, c'est le premier vrai penseur et praticien de ce qu'on appelle aujourd'hui l'interarme. Oui, on peut dire ça, je sais pas. Mais c'est pas un théoricien, Gonzalve, il faut se méfier. C'est-à-dire que c'est un type qui a une grande capacité d'adaptation. C'est pour ça que c'est un capitaine aussi qui correspond très bien à cette armée-là. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit de la comparaison de Machiavel et Gonzalve. Finalement, le modèle de Gonzalve, capitaine impérial, ne correspond pas du tout, me semble-t-il, à la représentation politique de Machiavel. C'est-à-dire qu'au fond, peut-il y avoir chez Machiavel un capitaine impérial ? Est-ce que c'est pas fondamental ? Est-ce que la notion même de capitaine impérial dans l'œuvre de Machiavel me paraît vraiment très, très difficile. Ce qui n'est pas le cas pour Guichardin, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Alors que... Tout à fait. Alors, c'est une explication. Je pense aussi qu'il y a autre chose qui joue. C'est que Machiavel est dérangé par le fait que Gonzalve n'a pas une autonomie politique complète. Il n'a pas une autonomie politique, il n'a pas une autonomie d'action politique. Donc ça ne peut pas être un prince vertueux, en quelque sorte, dans le sens machiavélien du terme, puisqu'il n'est pas capable de se saisir, de prendre l'histoire par les cheveux. Il n'est pas capable de bousculer la fortune, comme il appelle à le faire au chapitre 25. Donc c'est aussi pour ça que Gonzalve ne lui convient pas. Il est encore trop féodal, en quelque sorte, pour lui. Et la question de l'empire espagnol, attention, c'est un empire en formation. C'est-à-dire que on peut dire ça maintenant, mais j'aurais dû dire capitaine proto-impérial plutôt qu'impérial. On n'est pas... mais il y a quand même quelque chose qui reste et que je trouve absolument extraordinaire. C'est que Machiavel écrit un livre qui s'appelle L'Art de la guerre, qui fait 450 pages, dont le principal personnage du dialogue, Fabrizio Colonna, a été un des lieutenants de Gonzalve, de Cerignola jusqu'au bout, qui a tout appris de Gonzalve et qui a appris des choses lui-même à Gonzalve, qui va battre à la Bicocca juste avant de mourir les Suisses et qui va infliger la dernière grande défaite des Suisses, la fin du modèle suisse à la Bicocca, sous les ordres de Fabrizio Colonna, de Prospero Colonna, pardon, excusez-moi, et Prospero Colonna, qui était le cousin de Fabrizio, héros de Machiavel, ne cite jamais Gonzalve. C'est-à-dire que Gonzalve n'existe pas chez Machiavel, sauf dans un chapitre des discours, pour donner un exemple d'ingratitude du souverain. C'est extraordinaire quand même. Et ce n'est pas par méconnaissance. Si vous prenez les lettres d'ambassade de Machiavel, prenez le tome 3 des lettres d'ambassade qui viennent d'être publiées sous la direction de Jean-Jacques Marchand, aux éditions Salaire. Vous avez 300 pages de lettres écrites par Machiavel entre septembre 1503 et décembre 1503, au moment du Garigliano. Il est à ce moment-là envoyé par la République à Rome parce qu'il y a le conclave où va être élu Jules II. Et à ce moment-là, il écrit tous les jours à la seigneurie de Florence pour donner des nouvelles de l'armée qui est dans cette garde-position sur le Garigliano. Donc il connaît parfaitement Gonzalve. Il en a parlé tous les jours pendant son travail.
Et pourquoi il ne l'utilise pas? Alors qu'il utilise tous les capitaines qu'il connaît dans ses écrits Postres Perditas. Il y a un vrai problème, à mon avis. Dernière question, oui. Juste avant, monsieur a demandé pourquoi il y avait un manque d'artillerie dans l'armée espagnole. Vous avez aussi parlé du manque de cavalerie lourde. Ma question, c'est donc, est-ce que c'est dû à la difficulté de transport par la mer de ces unités ou Non. est-ce que dans le système espagnol qui est fait C'est une tradition espagnole. La question de la cavalerie lourde, c'est une tradition espagnole parce que faut pas oublier que les soldats de Gonzalve, c'est les soldats qui ont été aguerris dans les guerres de Grenade. Dans la guerre de Grenade. Et la guerre de Grenade, là aussi, il suffit d'aller vous promener dans ce secteur de l'Andalousie et vous verrez qu'on n'a pas trop besoin de cavalerie lourde, quoi. Qu'il vaut mieux qu'on ait des chevaux légers et des fantassins mobiles pour faire la guerre. C'est pas la plaine Picarde, hein. C'est ni la plaine du Pô. C'est voilà. Il y a ça, et puis il y a le fait aussi qu'en Espagne, depuis longtemps, il y a eu un manque de chevaux lourds pour la cavalerie lourde, justement. Une dernière question. Puisque vous parlez de la plaine Picarde, peut-on... mais je vais à la fin du Vous savez pourquoi je parle de la plaine Picarde? Peut-on considérer Emmanuel Philibert comme un capitaine impérial? Oh, sans aucun doute. Sans aucun doute. Il est même tellement impérial c'est un capitaine sans terre. Vous savez pourquoi je parle de la plaine Picarde? Parce que la dernière bataille des guerres d'Italie a lieu en Picardie. La dernière bataille des guerres d'Italie, elle a lieu à Saint-Quentin. Et c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est pas un hasard de l'histoire. C'est le symbole du fait que maintenant, le barycentre du conflit, c'est plus le royaume de Naples. C'est-à-dire que on passe à autre chose, là. L'histoire que j'ai commencé à vous raconter, là, avec Gonzalve, elle devient autre à ce moment-là.